Et le premier invité de Défense, Mishka Ben David, vous étiez avec nous il y a quelques jours de cela. Vous êtes l'ancien commandant de l'unité du service action du Mossad et vous nous expliquez il y a 15 jours comment le service action justement que vous dirigiez à l'époque montait une opération d'élimination. Inutile de préciser que vous ne saviez pas ce qui allait se passer en Iran vendredi dernier, mais à l'heure actuelle, deux versions s'opposent. Un commando entraîné de 5 à 12 tireurs face à des tirs d'une voiture téléguidée. Pour vous, vous choisissez laquelle ? Il est évident que j'aurais choisi l'option de la voiture téléguidée, c'est la plus ingénieuse. Il est possible qu'elle soit moins précise, qu'il y ait des problèmes techniques, mais elle est sans conteste beaucoup moins dangereuse pour les agents au sol. Contrairement à ce qui a été décrit par plusieurs dizaines de personnes engagées dans la recherche, la filature et l'attaque elle-même, sans aucun doute, j'aurais choisi une attaque à distance. L'Iran affirme d'ailleurs que les armes utilisées étaient de confection israélienne. Et pourtant, ce n'est pas un secret, les douilles ne sont pas censées être intraçables, sans marque, normalement, chez les services secrets ? Premièrement, je ne prendrai pas pour argent comptant tout ce que disent les Iraniens. Ils ont un intérêt à incriminer Israël. À partir du principe que c'est Israël qui a perpétré cette attaque, Israël dispose d'armes sophistiquées, mais je ne savais pas qu'Israël disposait ou produisait des balles de calibre 0,5, des mitraillettes de précision capables de tirer à cette distance. C'est la même chose concernant les douilles, mais je ne pense pas que ce soit des détails importants. Mishka Ben David, un ancien haut responsable de la CIA, m'a déclaré, d'ailleurs que vous connaissez parfaitement et pour des raisons de sécurité, on ne dira pas son nom, qui a travaillé avec vous, a déclaré que seuls les Israéliens en étaient capables. Vous lui répondez quoi ? Tout d'abord, seul un petit groupe de pays est capable de mener une opération aussi délicate, propre et efficace. Israël en fait partie. Je ne pense pas que les États-Unis ne soient pas à même de mener une telle mission. Si on s'arrête un instant sur les détails, tout ce qu'il faut pour mener une attaque à distance à partir d'une voiture téléguidée, c'est choisir un endroit précis où le dispositif sera utilisé dans le parcours de la cible, positionner un explosif qui ralentira le convoi. C'est une capacité stratégique très judicieuse, mais je ne pense pas que les services actions de la CIA, de la DGSE ou du MI6 britannique ne sont pas capables d'actionner le système ou de conduire une telle mission. Je vous explique, vous déployez une voiture piégée dotée d'une caméra qui filme le parcours du convoi et envoie l'image en temps réel à une équipe à distance qui va appuyer sur un bouton pour actionner la charge explosive et qu'ensuite, une fois le convoi arrêté, vous prenez en main les joysticks comme un enfant qui jouerait à Fortnite pour pointer l'arme qui se trouve dans une deuxième voiture en direction de la cible, en l'occurrence de Mohsen Farizadeh, et que vous appuyez sur la gâchette, le tout diffusé en direct vers un pays ou vers une ambassade à Téhéran où se trouvent ces fameuses personnes qui vont appuyer sur la gâchette. L'idée est géniale et ingénieuse, mais son application n'est pas réalisable que par le Mossad. Vous disiez également dans notre précédente interview que les services secrets, pas seulement israéliens, formaient des étrangers, les renvoyaient dans leur pays d'origine. Est-ce que vous pouvez expliquer comme si le scénario était déjà écrit à l'avance ? Il suffit de connaître les détails et de faire preuve d'imagination. 40% de la population en Iran n'est pas perse, ce sont des Turkmènes et des Azéris. On peut aisément penser qu'il est plus facile de recruter des opposants ou des personnes qui ne sont pas perses, mais qui bénéficient de liberté de mouvement en Iran et les entraîner pour qu'ils mènent toute la mission ou une partie d'entre elles. Ça semble tellement simple quand on vous entend. Dernière question, Mishka Ben David. L'élimination de l'ancien numéro 2 d'Al-Qaïda en août, celle du père du nucléaire militaire iranien vendredi. Pour vous, c'est une réussite 100% des services ou il y a une brèche dans les passes d'Aran? Et ça sera deux questions en une finalement. À chaque fois qu'il y a une mission qui se termine, parce que Farizadeh était déjà dans le viseur du Mossad en 2006, est-ce qu'il y en a une autre déjà qui se prépare, qui est déjà dans les tuyaux?
Mais je dois vous dire qu'il y a plus d'une personne dans le viseur. Plusieurs ingénieurs nucléaires iraniens ont été éliminés au cours des 10 dernières années. Je ne sais pas d'ailleurs par qui, mais il semble que l'État qui souhaite empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, je précise que ce ne sont pas seulement Israël et les États-Unis, mais aussi l'Arabie saoudite et certains pays en Europe, suivent de près le développement du programme nucléaire de l'Iran et de ses capacités militaires et disposent d'une liste de noms déjà connus. Ce n'est pas parce que le numéro 1 de cette liste est éliminé que le nouveau numéro 1 est dans le viseur. Il est fort possible que les numéros 4, 7 et 9 dans la liste soient éliminés et que le nouveau numéro 1 le soit dans un deuxième temps. Il y a une réflexion très ordonnée sur la manière dont cette élimination va ralentir le programme nucléaire iranien et c'est en fonction de cela que la décision particulièrement réfléchie est prise pour savoir qui et quand éliminer. Car une telle mission est chère en termes d'agents utilisés, de temps passé à la préparer, de dangers encourus. C'est pour cela que de telles missions ne sont pas automatiques et qu'il faut bien réfléchir à la cible qui, une fois éliminée, va sensiblement ralentir le programme nucléaire iranien. Tout un programme. Merci Mishka Ben David, ancien commandant des renseignements des opérations spéciales du Mossad. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.